Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Une dalle béton. Pourquoi elle se fissure et comment la consolider? C'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce qu'une fissure qui paraît anodine aujourd'hui peut devenir demain un vrai problème de stabilité, d'humidité, de revêtement qui se décolle, de carrelage qui casse ou de sol qui se déforme. Et si on ne comprend pas la cause réelle, on peut dépenser beaucoup d'argent dans une réparation qui ne tiendra pas. Le plus important, ce n'est pas seulement de reboucher une fissure pour qu'elle disparaisse visuellement, c'est de savoir pourquoi elle est apparue, si elle est encore active, si elle traverse toute l'épaisseur de la dalle, si elle vient du béton lui-même, du support, d'un défaut de conception ou d'une sollicitation excessive. À la fin, je vais aller jusqu'aux solutions concrètes pour consolider correctement selon les cas, parce qu'entre une micro-fissure de retrait et une fissure structurelle liée à un tassement du sol, on n'intervient pas du tout de la même manière. Et c'est là que beaucoup se trompent. Quand on parle d'une dalle béton qui se fissure, il faut déjà comprendre qu'un béton parfaitement intact, parfaitement homogène, parfaitement immobile, ça n'existe pas vraiment dans la réalité d'un chantier. Le béton est un matériau extrêmement performant en compression, mais il a des limites en traction. Et surtout, il vit, il bouge, il se rétracte. Il réagit à l'eau, à la température, au support sur lequel il repose et aux charges qu'on lui impose. Une dalle peut fissurer très tôt, parfois dans les heures ou les jours suivant le coulage, ou beaucoup plus tard, des mois voire des années après. La date d'apparition donne déjà un indice. Si la fissure apparaît très rapidement, je pense d'abord au retrait plastique, au retrait de dessiccation, à une cure insuffisante, à un béton trop riche en eau, à l'absence de joints ou à une évaporation trop rapide en surface. Si elle apparaît plus tard, je regarde davantage du côté du tassement du support, des variations thermiques, des surcharges, de la corrosion des armatures, d'un défaut de ferraillage, d'une mauvaise épaisseur de dalle ou d'un problème de fondation dans l'environnement. Une des causes les plus fréquentes, c'est le retrait du béton. Quand le béton est coulé, il contient de l'eau nécessaire à l'hydratation du ciment, mais aussi souvent un excès d'eau ajouté pour faciliter la mise en œuvre. Plus on met d'eau, plus le béton semble agréable à tirer et à lisser, mais plus on augmente le retrait en séchant, et donc le risque de fissuration. C'est une erreur extrêmement courante. Beaucoup pensent qu'un béton plus liquide est simplement plus pratique, alors qu'en réalité, on affaiblit son comportement futur. En séchant, le béton perd de l'eau, se contracte, et comme cette contraction est empêchée partiellement par le sol, par les bords, par les points d'ancrage ou simplement par les différences de séchage entre surface et profondeur, des tensions apparaissent. Le béton supporte mal ces tensions de traction, donc il fissure. Ces fissures de retrait peuvent être fines, en toile, dispersées, ou au contraire plus nettes si la dalle n'a pas été découpée avec des joints de fractionnement au bon moment. Les joints, justement, sont fondamentaux. Une dalle béton sans joint adapté est une dalle à qui on interdit de bouger là où elle devrait bouger. Le béton va quand même se contracter, va quand même subir les changements de température, va quand même travailler, et s'il n'a pas de zone de faiblesse prévue pour absorber ces mouvements, il va créer sa propre ligne de rupture. Autrement dit, la fissure remplace le joint qu'on n'a pas fait. C'est pour ça que sur les grandes surfaces, les dalles doivent être fractionnées selon un calpinage cohérent, avec des panneaux de dimensions raisonnables, des formes pas trop allongées et des découpes réalisées au bon moment après coulage. Si on coupe trop tard, la fissure naturelle a déjà pu se former. Si on ne coupe pas assez profond, le joint ne guide pas vraiment la fissuration. Si on place mal les joints, par exemple en oubliant les angles rentrants, les passages de poteaux, les zones de contrainte, la dalle fissurera à ces endroits sensibles. Il y a aussi le fameux retrait plastique qui peut survenir très tôt, parfois avant même que le béton ait vraiment pris. On le voit surtout quand il fait chaud, qu'il y a du vent, un air sec, un support absorbant ou un soleil fort. L'eau s'évapore alors plus vite à la surface que ce que le béton peut compenser depuis l'intérieur. La peau du béton se rétracte et des fissures apparaissent. Elles sont souvent fines, parallèles, parfois assez nombreuses. Ce type de fissuration peut sembler superficiel, mais il révèle déjà de mauvaises conditions de mise en œuvre.
Pour l'éviter, il faut gérer le moment du coulage, protéger la surface, humidifier correctement le support si nécessaire, utiliser une cure adaptée et, surtout, ne pas croire qu'une dalle se limite à couler, tirer et lisser. Le béton a besoin d'être accompagné pendant sa prise. Ensuite, il y a la qualité du support. Une dalle repose sur quelque chose et, si ce quelque chose n'est pas stable, homogène et bien compacté, la dalle va le payer. Un hérisson mal réglé, une couche de forme insuffisamment compactée, des remblais hétérogènes, une zone plus meuble que le reste, une ancienne tranchée rebouchée sans compactage sérieux et ont créé les conditions d'un tassement différentiel. Or, le béton n'aime pas du tout être soutenu de manière irrégulière. Si une partie de la dalle descend légèrement alors qu'une autre reste en place, des efforts de flexion apparaissent. Si la dalle n'a pas été conçue pour les reprendre, elle fissure. Dans ce cas, la fissure n'est plus seulement un effet esthétique lié au séchage, c'est le signe d'un mouvement du support. Souvent, ces fissures sont plus franches, plus localisées, parfois plus larges, et elles peuvent évoluer avec le temps. Si en plus on constate un désaffleurement, c'est-à-dire un petit décalage de niveau entre les deux lèvres de la fissure, le soupçon de tassement devient encore plus fort. L'épaisseur de la dalle et son ferraillage jouent évidemment un rôle majeur. Une dalle trop mince pour l'usage prévu, c'est une dalle vulnérable. Une dalle destinée à recevoir seulement un passage piéton ne travaille pas comme une dalle de garage, d'atelier, d'abri de voiture, de terrasse avec spa ou de local technique chargé. Si la dalle est sous-dimensionnée, elle peut fissurer sous l'effet des charges répétées. Le treillis soudé, quand il est prévu, doit aussi être au bon endroit dans l'épaisseur. C'est une erreur fréquente de voir un treillis posé directement sur le sol et recouvert de béton. Dans cette position, il ne joue pratiquement pas son rôle de reprise des efforts là où il serait utile. Une armature doit être correctement calée. Et il faut rappeler une chose essentielle. Le treillis n'empêche pas forcément l'apparition des fissures, mais il aide à les contrôler, à répartir les efforts et à limiter leur ouverture. C'est très différent. Beaucoup imaginent qu'avec du ferraillage, une dalle ne fissurera jamais. Ce n'est pas vrai. L'objectif est plutôt qu'elle fissure de manière maîtrisée et qu'elle conserve son intégrité fonctionnelle. Les variations de température sont un autre facteur important. Une dalle extérieure subit l'alternance du froid, du chaud, de l'ensoleillement, de l'ombre, parfois de fortes amplitudes saisonnières. Le béton se dilate quand il chauffe et se contracte quand il refroidit. Si les mouvements sont empêchés, on génère des contraintes. Sur une terrasse, une allée, un dallage extérieur, il faut donc penser aux joints périphériques, aux joints de fractionnement et à la relation entre la dalle et les éléments rigides autour, comme les murs, les seuils, les poteaux, les murets. Une dalle coulée en contact direct contre des points durs sans bande compressible ni joint de désolidarisation peut se bloquer et fissurer. Et quand l'eau s'invite dans les fissures, le gel peut accentuer les dégâts. L'eau pénètre, gèle, augmente de volume, pousse les lèvres, fragilise localement la structure et accélère la dégradation. L'humidité et la corrosion des armatures constituent aussi une cause de fissuration plus grave. Si une dalle armée est mal protégée, si l'enrobage des aciers est insuffisant, si le béton est poreux, fissuré ou exposé à des agents agressifs, les aciers peuvent corroder, et lorsqu'un acier rouille, il gonfle. Ce gonflement crée des pressions internes qui provoquent des fissures longitudinales, des éclats, du délaminage, parfois jusqu'à faire sauter le béton de couverture. Là, on n'est plus du tout dans la petite fissure de retrait classique. On est dans un processus pathologique qui réduit la durabilité et potentiellement la capacité portante de la dalle. Si on voit des traces de rouille, des épaufrures, un béton qui sonne creux par endroits, il faut envisager une réparation plus lourde avec traitement des armatures et reconstitution du béton. Il faut aussi parler des charges d'exploitation, parce qu'une dalle souffre souvent d'un usage différent de celui pour lequel elle a été pensée. Un exemple très fréquent, c'est le garage ou la dalle de cour conçue un peu à la légère, puis utilisée avec un véhicule plus lourd, une remorque, une camionnette, du stockage de matériaux, une machine ou un spa. Le béton peut encaisser énormément, mais seulement si l'ensemble épaisseur plus support plus armature plus dimension a été conçu pour cela.
Sinon, les contraintes se concentrent et la fissure apparaît souvent dans les zones où la dalle travaille le plus, près des appuis, des bords, des angles ou des passages de roues répétés. Une dalle qui s'est fissurée à cause d'une surcharge n'a pas besoin d'un simple rebouchage cosmétique. Elle a besoin d'une vraie lecture mécanique du problème. Alors comment reconnaître la gravité d'une fissure? C'est la question essentielle avant toute consolidation. Moi, je commence toujours par observer plusieurs critères. Je regarde d'abord la largeur. Une microfissure très fine, presque capillaire, n'a pas la même signification qu'une fissure visible à l'œil nu sur toute la longueur de la dalle. Je regarde ensuite la profondeur. Est-ce uniquement en surface ou est-ce traversant? Je regarde si la fissure est stable ou évolutive. Est-ce qu'elle s'ouvre avec le temps? Est-ce qu'elle se prolonge? Je regarde la forme. Une fissure en réseau, aléatoire et superficielle oriente souvent vers du retrait. Une fissure unique, rectiligne, large, accompagnée d'un dénivelé, peut orienter vers un mouvement du support ou une rupture plus structurelle. J'observe aussi l'environnement. Y a-t-il un angle rentrant, une reprise de bétonnage, un ancien remblai, une descente de charge particulière, un point humide, un défaut de drainage, des traces d'eau, de rouille ou de gel? Tout cela compte. La pire chose à faire, c'est de masquer sans diagnostiquer. On voit souvent des fissures rebouchées avec un mortier rigide quelconque ou un enduit de surface, puis recouverte d'une peinture ou d'un revêtement. Visuellement, tout semble réglé. Mais si la cause est toujours là, la fissure réapparaît exactement au même endroit, parfois plus large, parfois avec un décollement du produit de réparation. Le rebouchage est une finition, pas un diagnostic. Si la dalle continue de bouger, il faut d'abord traiter le mouvement, ou au minimum, choisir une technique compatible avec ce mouvement. Pour consolider correctement, je distingue les situations superficielles, les situations intermédiaires et les situations structurelles. Si j'ai affaire à de très fines fissures de retrait, non évolutives, sans désaffleurement, sans infiltration et sans conséquences mécaniques visibles, la consolidation est surtout préventive et protectrice. L'objectif est de limiter la pénétration d'eau, de protéger la surface, d'éviter l'aggravation et d'améliorer la durabilité. Selon l'état de la dalle, on peut ouvrir légèrement les fissures les plus visibles pour permettre un remplissage propre, utiliser un produit de réparation adapté à la finesse de la fissure et à l'exposition, puis appliquer une protection de surface si nécessaire. Mais il faut rester lucide. Sur certaines micro-fissures de retrait, le plus intelligent n'est pas toujours d'acharner une réparation lourde. Si la dalle est fonctionnelle et stable, on surveille, on protège, on empêche l'eau de s'infiltrer et on accepte qu'un béton vive. Quand la fissure est plus marquée, mais que la dalle reste globalement en place, sans signe clair de tassement important, les injections peuvent devenir une solution intéressante. Une injection de résine ou d'époxy, selon le type de fissure et l'objectif, permet soit de recoller structurellement les lèvres dans certains cas, soit de remplir la fissure pour rétablir la continuité et empêcher l'eau de circuler. Il faut bien comprendre que toutes les résines ne servent pas à la même chose. Une résine époxy est plutôt adaptée quand on veut une reprise monolithique sur une fissure sèche et stable, avec un objectif de collage structurel. Une résine plus souple, comme certaines polyuréthanes, sera préférable dans des contextes où l'on craint encore un peu de mouvement ou lorsque l'on traite des infiltrations d'eau. Mais injecter une fissure active sans traiter la cause revient à coller momentanément deux parties qui cherchent toujours à bouger. Cela peut tenir ou cela peut refissurer ailleurs. Si le problème vient du support, la vraie consolidation ne se fait pas uniquement dans la fissure, elle se fait sous la dalle ou autour de la dalle. Dans les cas de tassement localisé, on peut envisager un comblement ou une restabilisation du support, parfois par injection de résine expansive sous dalle pour remplir les vides et redonner un appui homogène, parfois par reprise plus classique selon la configuration. L'idée est simple. Tant que la dalle n'est pas correctement soutenue, elle reste vulnérable. Certaines techniques permettent même de relever légèrement une dalle affaissée, mais elles demandent un vrai savoir-faire et un diagnostic précis parce qu'un soulèvement mal maîtrisé peut créer d'autres contraintes.
Si le tassement est lié à un problème d'eau, comme un lessivage du sol, une fuite, un drainage absent ou une zone qui se gorge d'humidité, il faut corriger cette origine. Sinon, on traite l'effet sans traiter la cause. Dans les cas plus sérieux, quand la dalle est structurellement insuffisante, très fissurée, trop mince ou inadaptée à son usage, il faut parfois renforcer par le dessus. Cela peut passer par une reprise avec une nouvelle couche collaborante armée, à condition que l'ancienne dalle soit suffisamment saine pour servir de support après préparation. L'adhérence entre l'existant et le renfort est alors capitale. On doit préparer la surface, éliminer les parties non adhérentes, traiter les fissures, prévoir les armatures et vérifier que le nouveau complexe fonctionne réellement. Dans d'autres cas, notamment si l'ancienne dalle est trop dégradée, le plus raisonnable est de la démolir et de repartir sur une solution correctement conçue. Ce n'est pas ce qu'on veut entendre, mais parfois consolider une base défaillante coûte presque autant qu'une réfection, avec un résultat moins fiable. Il existe aussi des renforcements ponctuels par ajout d'armature, plats métalliques, agrafes ou couturage de fissures, mais leur pertinence dépend beaucoup du contexte. Le couturage consiste à traverser localement la fissure avec des éléments métalliques ou composites ancrés de part et d'autre afin de limiter l'ouverture et de rétablir une certaine transmission d'effort. C'est une technique utile dans certains cas de fissures franches et localisées, mais elle ne remplace jamais le traitement de la cause. Si la dalle se fissure parce qu'elle est trop faible ou parce que le sol continue de bouger, le couturage seul n'est qu'un pansement technique. Il peut faire partie de la solution, pas être la solution entière. Je veux aussi insister sur un point que beaucoup sous-estiment. Le revêtement final peut révéler ou aggraver un problème latent. Une dalle qui semblait acceptable à nu peut devenir une catastrophe une fois carrelée. Le carrelage ne pardonne pas les mouvements différentiels. Les fissures du support peuvent remonter dans le revêtement, casser les carreaux ou ouvrir les joints. Si une dalle fissurée doit recevoir un revêtement sensible, il faut être encore plus exigeant sur le diagnostic et la préparation. Parfois, une membrane de désolidarisation peut aider à limiter la transmission de certaines micro-fissures, mais là encore, ce n'est pas magique. Si la dalle est instable, aucun système de finition ne sauvera durablement le chantier. Prévenir les fissures, c'est finalement la meilleure consolidation possible, surtout sur une dalle neuve. Je fais très attention à la préparation du support parce qu'une bonne dalle commence avant le béton. Le sol doit être décapé correctement, les remblais doivent être faits avec des matériaux adaptés et compactés par couches, l'épaisseur de forme doit être cohérente avec l'usage et l'homogénéité de portance doit être recherchée. Ensuite, je veille au bon dimensionnement de la dalle. L'épaisseur, le type de béton, la présence ou non d'armature, la nature du treillis, les renforts au point singulier, tout cela dépend de la destination réelle de l'ouvrage. Je préfère toujours raisonner en usage futur, exigeant plutôt qu'en usage minimal théorique, parce qu'une dalle est rarement moins sollicitée que prévu. Au moment du coulage, le dosage et la consistance du béton sont décisifs. Je n'ajoute pas d'eau au hasard pour me simplifier la vie. Un béton trop mouillé, c'est souvent un béton qui fissure plus, résiste moins bien et se comporte moins durablement. La mise en place doit être soignée, avec un nivellement correct, une vibration adaptée si nécessaire sans excès, et surtout un positionnement rigoureux des armatures. Un treillis replié au fond n'est pas un treillis fonctionnel. Je prévois aussi les joints avant même de couler, pas après coup en me disant que je verrai plus tard. Les joints de retrait, de fractionnement, de désolidarisation, ce sont des éléments de conception, pas des détails facultatifs. Puis vient la cure, qui est l'une des étapes les plus négligées alors qu'elle conditionne énormément la qualité finale. Protéger une dalle fraîche contre une évaporation trop rapide, contre le vent, le soleil, la chaleur excessive, ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de la technique de base. Une bonne cure favorise une meilleure hydratation du ciment, réduit les gradients de retrait en surface et améliore la résistance et la durabilité. Beaucoup de fissures précoces seraient évitées si cette étape était prise au sérieux. Une dalle abandonnée juste après le lissage, surtout en conditions climatiques difficiles, est beaucoup plus exposée. Si je dois donner une logique simple pour décider comment agir face à une fissure, je dirais qu'il faut toujours répondre à 4 questions.
Est-ce que la fissure est superficielle ou traversante? Est-ce qu'elle est stable ou active? Est-ce qu'elle vient du béton ou du support? Est-ce qu'elle compromet seulement l'aspect ou aussi la fonction et la stabilité? Tant qu'on n'a pas répondu clairement à ces 4 points, choisir une méthode de consolidation revient à jouer au hasard. Et dans le bâtiment, le hasard finit souvent par coûter cher. Prenons un cas typique de terrasse extérieure. Si je vois des fissures fines réparties sans décalage de niveau, apparues peu après le coulage, sur une dalle qui sonne bien, sans affaissement, je pense d'abord à du retrait combiné à un manque de joints ou de cure. La consolidation sera plutôt une gestion de fissures et une protection contre l'eau, éventuellement une reprise des joints et un traitement de surface. Si au contraire, je vois une grande fissure traversante, plus ouverte au milieu, près d'une ancienne zone remblayée, avec un léger affaissement d'un côté, là je suspecte un tassement différentiel. Reboucher ne suffit pas. Il faut évaluer le support, vérifier s'il y a un vide sous dalle, une mauvaise compaction ou un problème d'eau, puis stabiliser avant de réparer. Enfin, si je suis dans un garage où la dalle fissure au passage des roues avec une épaisseur insuffisante et un ferraillage douteux, je sais qu'on touche au dimensionnement. Selon l'état, il faudra soit renforcer sérieusement, soit refaire. Je conseille aussi de surveiller les fissures dans le temps. Une simple jauge de fissure ou même un repérage régulier permet de savoir si elle évolue. C'est capital. Une fissure stable depuis longtemps n'appelle pas la même urgence qu'une fissure qui s'ouvre progressivement. Les signes d'alerte pour moi, ce sont l'augmentation de largeur, le dénivelé entre les bords, l'infiltration persistante, les traces de rouille, les éclats de béton, les zones qui sonnent creux, les revêtements qui cassent et tout ce qui suggère un mouvement encore en cours. À partir de là, il ne faut plus traiter le sujet comme un simple défaut esthétique. Il faut également comprendre que consolider durablement, ce n'est pas forcément rendre la dalle parfaite visuellement. Parfois, la meilleure solution technique laisse une trace, un joint visible, une zone reprise, une légère différence d'aspect, et c'est très bien si la structure est saine. L'erreur, c'est de privilégier l'apparence immédiate au détriment du comportement réel. Une dalle béton ne se juge pas uniquement à son aspect de surface, mais à sa capacité à rester stable, sèche, plane et compatible avec son usage dans le temps. En résumé, une dalle béton se fissure principalement parce que le béton se rétracte, parce qu'il a été mal formulé ou mal curé, parce qu'il manque de joints, parce que son support se tasse, parce qu'elle est mal ferraillée, trop mince, mal désolidarisée, soumise à l'eau, au gel ou à des charges qu'elle n'était pas censée reprendre. Et pour la consolider, il ne suffit pas de boucher la fente. Il faut d'abord identifier si la fissure est bénigne, active, structurelle ou liée au sol. Ensuite, seulement on choisit la réponse adaptée. Protection de surface, ouverture et remplissage contrôlé, injection de résine, couturage, stabilisation du support, renforcement par le dessus, traitement des armatures corrodées ou, dans certains cas, réfection complète. C'est cette logique de diagnostic avant réparation qui fait la différence entre une solution durable et une réparation qui craque à nouveau quelques mois plus tard. Si je devais vous laisser avec une idée essentielle, ce serait celle-ci. La fissure n'est pas le problème, c'est le symptôme. Le vrai sujet, c'est ce que la dalle est en train de vous dire. Parfois, elle dit simplement qu'elle a séché trop vite. Parfois, elle dit qu'on a oublié les joints. Parfois, elle dit que le sol dessous bouge. Parfois, elle dit qu'on lui demande plus qu'elle ne peut donner. Tant qu'on n'écoute pas ce message, on répare à l'aveugle. Et quand on l'écoute vraiment, on peut non seulement réparer, mais surtout consolider intelligemment, durablement et éviter que le problème ne revienne.